Maman a souri en coin, c'est elle qui l'aime, pas toi. Laissez-lui la maison et l'argent. Ma mère n'a même pas scié quand elle m'a dit de céder mon mari. Elle a juste coupé son steak, m'a regardé dans les yeux et a dit, Valérie, sois raisonnable. Sandrine porte son enfant. Elle a besoin de lui plus que toi. Je me suis figé. La fourchette en argent dans ma main m'a semblé soudainement lourde, comme du plomb. L'air dans la salle à manger de mes parents, habituellement parfumé par le pot pourri à la lavande hors de prix de ma mère, sentait maintenant de manière suffocante le rôti de bœuf et la trahison. J'ai regardé autour de la table. Mon père fixait son verre de vin, refusant de croiser mon regard. Ma sœur, Sandrine, rayonnait, sa main posée de manière protectrice sur un léger renflement de son ventre que je n'avais pas remarqué jusqu'à il y a 10 secondes. Et Guillaume, mon mari depuis 10 ans, l'homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin même en me disant qu'il m'aimait, tenait l'autre main de Sandrine. Pardon, ai-je chuchoté. Ma voix semblait petite, pathétique. C'était la voix de la petite fille qui s'excusait d'exister dans cette maison. Guillaume m'a enfin regardé. Ses yeux n'étaient pas remplis de culpabilité. Ils étaient remplis de défis. Valérie, s'il te plaît, ne fais pas de scène, a-t-il dit, son ton condescendant, comme on parle à une enfant hystérique. Nous ne voulions pas te le dire comme ça, mais nous ne pouvions plus le cacher. Sandrine est enceinte de 4 mois. Nous sommes amoureux. J'ai senti le sang quitter mon visage. 4 mois? Tu couches avec ma sœur depuis 4 mois? Plus longtemps? Sandrine est intervenue. Elle a eu ce petit sourire en coin cruel que je connaissais si bien. Peu importe, Val. La chronologie ne compte pas. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Quelque chose que tu ne pouvais visiblement pas lui donner. Ça, c'était un coup bas. C'était une attaque directe contre nos problèmes de fertilité, les années de tests négatifs, les nuits où je pleurais dans les bras de Guillaume pendant qu'il chuchotait que cela n'avait pas d'importance, que nous nous suffisions à nous-mêmes. Tout n'était que mensonge. J'ai regardé ma mère, Jocelyne. Sûrement qu'elle serait indignée. Sûrement qu'elle giflerait Guillaume et le mettrait à la porte. Mais elle a juste pris une gorgée de son vin et a soupiré. Valérie, regarde les faits. Tu es une femme de carrière. Tu es toujours en voyage, toujours obsédée par ton entreprise. Tu es forte. Tu peux survivre seule. Mais Sandrine, elle est fragile. Elle a besoin d'un soutien. Et ce bébé, c'est mon petit-fils. Ma chair et mon sang. Je suis ta chair et ton sang aussi, ai-je craqué, ma voix montant d'un cran. C'est mon mari. Techniquement, a grogné mon père, Henri. Il a enfin levé les yeux. Mais le mariage est effectivement terminé, n'est-ce pas? Vous vous êtes éloignés. Nous le voyons tous. Guillaume est heureux avec Sandrine. Regarde-les. J'ai regardé. Il ressemblait à une parodie grotesque d'un couple heureux. Mon mari et ma petite sœur. La nausée m'a frappé comme une vague violente. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le parquet. Assieds-toi, Valérie, a ordonné ma mère. Nous devons discuter de la logistique. Guillaume ne peut pas simplement déménager dans une location. Il a besoin de stabilité pour le bébé. Nous pensons qu'il est préférable que tu déménages dans l'appartement du centre-ville. Laisse la maison à Guillaume et Sandrine. C'est un bon secteur scolaire et c'est proche de nous pour que nous puissions aider avec le bébé. Ma bouche s'est ouverte de stupeur. Vous voulez que je déménage de ma propre maison? La maison que j'ai achetée? La maison dont je paie le crédit? C'est la maison de Guillaume aussi, a dit ma mère avec dédain. Nous sommes sous le régime de la communauté de biens, non? Le mariage signifie le partage. De plus, tu as beaucoup d'argent. Tu peux en acheter une autre. Ne sois pas avare, Valérie. C'est inconvenant. Avare. J'avais tout payé. J'avais payé la voiture de mes parents. J'avais payé les 3 tentatives ratées d'université de Sandrine. J'avais payé les projets d'entreprise de Guillaume qui n'avaient jamais rapporté un centime. Et maintenant, j'étais avare parce que je voulais garder mon propre foyer. Je m'en vais, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine serrer la lanière. Si tu franchis cette porte, a dit Guillaume, sa voix descendant d'une octave pour essayer de paraître autoritaire,
tu prouves exactement pourquoi je t'ai quitté. Tu es froide. Tu te soucies plus de tes actifs que de la vie humaine. Je me soucie de la loyauté, ai-je crié. Le son a résonné contre les murs. Je me soucie du fait que mon mari couche avec ma sœur. Baisse d'un ton, a sifflé ma mère. Que vont penser les voisins? Je les ai regardés une dernière fois. Ce tableau de monstre. Mes parents permettant la trahison. Ma sœur volant ma vie. Mon mari, le traître. Je ne vous donne pas la maison, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Et je ne vous donnerai pas de divorce sans me battre. Tu le feras, a dit ma mère avec confiance. Parce que si tu ne le fais pas, tu perdras cette famille pour toujours. Fais ce qui est juste, Valérie. Sois la grande sœur pour une fois. Je me suis tourné et j'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière vers la lueur chaude de la salle à manger. J'avais juste besoin d'air. J'avais besoin de m'éloigner avant de voler en éclats en 1 million de morceaux juste là, sur leur perron. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je veux vous remercier d'écouter. Si vous nous regardez depuis Nantes ou n'importe où ailleurs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. La pluie à Nantes ne lave pas les choses. Elle rend juste tout gris et glissant. J'ai trébuché vers ma voiture, cherchant mes clés à tâtons. Ma vision était brouillée, non seulement par la bruine incessante, mais par des larmes chaudes et furieuses qui brûlaient mes joues. Je suis entré dans le sanctuaire de mes sièges en cuir, la voiture que j'avais achetée, me suis-je rappelé amèrement, et j'ai verrouillé les portes. Pendant un instant, je suis resté là à chercher mon souffle, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du trottoir, laissant derrière moi la maison où j'avais passé une vie à essayer d'être assez bien. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Je suis arrivé sur le périphérique, les essuie-glaces battant un rythme frénétique contre la vitre. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une faille dans la réalité. Peut-être que c'était une blague, une farce malade et tordue. Peut-être que je me réveillerais dans mon lit à côté de Guillaume, qu'il serait chaud et sentirait son savon au bois de cèdre, et je lui raconterais ce cauchemar, et il rirait et me serrerait contre lui. Mais alors l'image de la main de Sandrine sur son ventre a flashé dans mon esprit. La suffisance, l'absence absolue de honte. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma vie. J'ai conduit sans but pendant 1 heure, les lumières de la ville s'étirant en longues traînées de néon. J'ai fini par me garer sur un parking surplombant la Loire. Il faisait nuit noire, l'eau invisible sauf pour le reflet de la ville. J'ai coupé le moteur et laissé le silence m'écraser. Comment? Comment a-t-il pu? J'ai repassé les 4 derniers mois. Les soirées tardives que Guillaume passait à faire du réseautage. Les week-ends où il allait aider ses parents pour des réparations. Il n'était pas avec ses parents. Il était avec les miens. Il était avec elle. Ils étaient tous dans le coup. Chaque fois que j'allais au dîner dominical, riait-il de moi dans mon dos? Me regardait-il, la femme stupide travaillant 80 heures par semaine pour financer leur train de vie, et se moquait-il de mon ignorance? J'ai crié. C'était un son brut, primal, qui m'a déchiré la gorge. J'ai frappé le volant jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. J'ai crié pour les 10 années que j'avais gaspillées. J'ai crié pour le bébé que je ne pouvais pas avoir et celui qu'elle portait. Puis est venu le marchandage pathétique et désespéré d'une femme sous le choc. Peut-être que nous pouvons arranger ça. Une petite voix traîtresse chuchotait dans ma tête. Peut-être que si j'accepte le mariage ouvert. Peut-être que si j'aide à élever le bébé. Non. J'ai regardé le siège passager. Il y avait un reçu froissé dans le porte-gobelet. Je l'ai ramassé. C'était d'une bijouterie, datée d'il y a 2 semaines. Un bracelet à breloques. Je n'avais pas de bracelet à breloques. Sandrine en avait un. Je me souvenais avoir vu une nouvelle chaîne en argent à son poignet au dîner. Il lui avait acheté des bijoux avec mon argent. Le chagrin a commencé à cailler en quelque chose de plus froid. J'ai pensé à ses vœux. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté. Il aimait certainement la partie richesse. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais juste une aide comptable et il était un agent immobilier prometteur. Nous étions égaux alors. Mais à mesure que je gravissais les échelons, prenant des cours du soir,
obtenant mon diplôme d'expert comptable, visant le poste de directrice administrative et financière, DAF, lui stagnait. Et au lieu d'être fier, il m'en voulait. Tu m'émascules, avait-il dit une fois lors d'une dispute sur l'argent. Tu me traites comme un employé. Je m'étais excusé à l'époque. J'avais viré 10 000 € sur son compte personnel le lendemain pour investir dans son entreprise de conseil juste pour apaiser son ego. J'avais acheté son amour encore et encore. Et mes parents, c'était ce qui faisait le plus mal. Sois la grande sœur. C'était le mantra de mon existence. Sandrine est sensible, Valérie. Sandrine a besoin d'aide. Valérie, tu es la forte. Être forte n'était qu'un euphémisme pour être utilisé. Il ne m'aimait pas pour qui j'étais. Il m'aimait pour ce que je fournissais. J'étais la mule de la famille portant la lourde charge pour que Sandrine puisse gambader légèrement. J'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués de ma mère. Un SMS de Guillaume, arrête d'être dramatique. Reviens et nous pourrons parler du calendrier de déménagement. Calendrier de déménagement. Il planifiait déjà comment arranger mes meubles dans sa nouvelle vie. Je n'ai pas répondu. J'ai redémarré la voiture. Les larmes s'étaient arrêtées. Mes yeux étaient secs et granuleux, et il y avait une douleur creuse dans ma poitrine que je savais allait rester là longtemps. Mais alors que je reculais de la place de parking, le déni avait disparu. La réalité était une pierre froide et dure dans mon estomac. Il voulait la guerre. Il voulait ma maison. Il voulait mon argent. Il pensait que je me coucherais parce que je m'étais toujours couché. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais gentille. J'ai conduit chez moi, pas pour faire mes valises, mais pour sécuriser le périmètre. Je n'allais pas à l'appartement du centre-ville. J'allais dormir dans mon propre lit, même s'il sentait son odeur. Demain, je ne serai ni la fille ni la femme. Demain, je serai la DAF. Et j'étais sur le point d'auditer leur vie entière. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement renversé la table et brûlé la maison sur le champ, vous devez comprendre la hiérarchie de la famille Meunier. J'étais l'aîné, en bonne santé et robuste. Sandrine est arrivée 8 ans plus tard, prématurée et maladive. Dès l'instant où elle est arrivée dans une couveuse aspirant des respirations superficielles, elle est devenue le soleil et je suis devenu l'ombre. Cela a commencé par de petites choses. Chut, Valérie, le bébé dort. Donne ce jouet à Sandrine, elle pleure. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures, Valérie. Mais Sandrine a besoin de semelles orthopédiques. J'ai appris très tôt que mes besoins étaient secondaires. Mon rôle était de faciliter le bonheur de Sandrine. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais économisé de l'argent en faisant du babysitting et en tondant des pelouses tout l'été pour acheter une voiture, une vieille Renault d'occasion. Mon père avait promis d'égaler mes économies si j'avais d'excellentes notes. Je l'ai fait. J'ai présenté mon bulletin et mon bocal d'argent avec fierté. Mon père a regardé le bocal, puis ma mère. Valérie, chérie, a commencé ma mère en utilisant cette voix douce et apitoyée. Nous avons une situation. Sandrine a besoin d'un appareil dentaire, le genre cher. Et le stage de danse approche. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de te donner les fonds promis maintenant. Mais tu as promis, ai-je dit, ma voix tremblante. Ne sois pas égoïste, a claqué mon père. Ta sœur a des problèmes d'estime de soi. L'appareil dentaire est une nécessité médicale. Tu peux prendre le bus. Ça forge le caractère. Alors, j'ai pris le bus. Sandrine a eu son appareil et son stage de danse. Elle a abandonné le stage après 2 jours parce que c'était trop dur et l'argent était parti. Je n'ai jamais eu la part promise pour la voiture. J'ai acheté la Renault entièrement seul 2 ans plus tard. C'était le schéma. Je travaillais. Sandrine recevait. Le pire incident, celui qui aurait dû m'avertir de ce dont elle était capable, s'est produit lors de mon bal de fin d'année. J'avais acheté une magnifique robe vert émeraude. J'avais fait des doubles quarts au restaurant pour me l'offrir. Elle était accrochée dans mon placard enveloppé de plastique, symbole de la seule nuit où je serais belle et spéciale. 2 jours avant le bal, je suis rentré pour trouver Sandrine, alors âgée de 10 ans, dans ma chambre. Elle portait la robe. Elle traînait par terre et elle avait pris des ciseaux pour couper l'ourlet parce qu'elle était trop longue pour elle. Elle tournait sur elle-même en jouant à la princesse.
Qu'est-ce que tu fais? Ai-je hurlé. Elle a trébuché. Les ciseaux ont fait une longue déchirure à travers le corsage. J'ai pleuré. Je suis tombé par terre et j'ai sangloté. Ma mère s'est précipitée. Quand elle a vu la robe ruinée et le visage coupable de Sandrine, elle n'a pas grondé Sandrine. Elle s'est tournée vers moi. Valérie, tu n'aurais pas dû la laisser là où elle pouvait l'atteindre. Ce n'est qu'une enfant. Elle voulait être comme sa grande sœur. Elle l'a ruinée, ai-je crié. Je ne peux pas porter ça. On peut mettre des épingles, a dit maman avec dédain. Arrête de surréagir. Tu fais pleurer Sandrine. Et voilà. Sandrine pleurait de fausses larmes de crocodile et soudain j'étais la méchante. J'ai porté une robe empruntée au bal qui ne m'allait pas. Sandrine a eu une glace pour apaiser son traumatisme causé par mes cris. Cette dynamique nous a suivis à l'âge adulte. Je suis allé à l'université grâce à des bourses et des prêts. Sandrine y est allée aux frais de mes parents, a abandonné, a fait une école d'esthétique, a abandonné, puis s'est retrouvée en Europe pendant 1 an, financée par une carte de crédit que mon père m'a finalement demandé d'aider à rembourser parce que les intérêts nous tuent. Val, es-tu à ce travail chic maintenant? Je l'ai payé. C'est la maladie d'être l'enfant de l'ombre. Vous pensez que si vous payez juste assez, si vous réglez juste assez de problèmes, peut-être qu'ils vous regarderont enfin avec la même adoration qu'ils donnent à l'enfant roi. Je pensais pouvoir acheter leur amour. Quand j'ai présenté Guillaume à la famille, je pensais enfin avoir quelqu'un dans mon équipe. Ils voyaient comment il me traitait. Tes parents sont fous, m'a-t-il dit après notre premier Noël, regardant Sandrine ouvrir une pile de cadeaux pendant que je recevais un calendrier et une paire de chaussettes. Je vais prendre soin de toi, Val. Tu ne seras jamais le second choix avec moi. Je me suis accroché à ces mots. Je l'ai épousé en les croyant. Je n'ai pas réalisé que Guillaume était essentiellement une version masculine de Sandrine, peu sûr de lui, se sentant tout permis et cherchant un hôte. Il ne voulait pas me sauver de ma dynamique avec ma famille. Il voulait s'y insérer. Il a vu à quel point j'étais généreuse, comment je jetais de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître, et il a réalisé qu'il avait touché le gros lot. Alors, quand ma mère a dit « Sois la grande sœur à cette table de dîner », cela a déclenché 3 décennies de conditionnement. Mais cela a aussi déclenché 3 décennies de rage refoulée. Je n'avais plus 16 ans. Je ne dépendais plus d'eux pour un abri ou de l'amour. J'étais DAF. Je gérais des millions d'euros. Je virais des gens incompétents pour gagner ma vie. Et alors que j'étais assise dans ma maison ce soir-là à fixer le plafond, j'ai réalisé que ma famille était un mauvais investissement, un actif toxique, et qu'il était temps de liquider. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit froid et vide. Pendant une fraction de seconde, j'ai tendu la main vers Guillaume, par mémoire musculaire, attendant sa chaleur. Puis la réalité m'est tombée dessus comme un coup physique. Il n'était pas là. Il était probablement avec elle. Je me suis traîné hors du lit et j'ai marché dans son bureau à domicile, ou plutôt sa salle de jeu que nous appelions bureau pour préserver sa dignité. Quand j'ai rencontré Guillaume, il était agent immobilier. Il n'était pas le meilleur vendeur, mais il avait du charme. Il avait du potentiel. J'étais attiré par sa nature décontractée, qui équilibrait mon tempérament hyperactif. Il était le rêveur. Cela semblait être un bon match. Mais alors que ma carrière montait en flèche, la sienne a calé. Je suis devenu associé dans mon cabinet, le marché s'est effondré et il a vendu 0 maison en 1 an. C'était bon. Je lui ai dit, je gagne assez pour nous deux. Prends du temps. Trouve ce que tu veux faire. C'était mon erreur. Je lui ai donné un coussin et il a décidé de faire une sieste dessus pendant 5 ans. Il s'est rebaptisé consultant en affaires. C'était un titre vague qui signifiait qu'il passait toute la journée sur LinkedIn et Reddit, rencontrant occasionnellement un pote pour déjeuner pour brainstormer des idées qui ne se concrétisaient jamais. Il a arrêté de contribuer au crédit immobilier. Puis il a arrêté de payer les factures d'électricité. Puis il a arrêté d'acheter l'épicerie. Lentement, insidieusement, je suis devenu le seul soutien financier. Je ne me souciais pas de l'argent au début. Je l'aimais, mais je me souciais de l'attitude. Moins il gagnait, plus il devenait arrogant. C'était un mécanisme de défense. Je le savais. Il se sentait petit, alors il devait agir grand. Il a commencé à critiquer mes dépenses.
As-tu vraiment besoin d'un autre tailleur de créateur, Val, demandait-il tout en portant une montre à 500 € que je lui avais achetée. Tu es si matérialiste. Tu travailles trop. Tu perds le contact avec ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était lui. J'ai marché vers son bureau. C'était un fouillis de papiers et de courriers non ouverts. J'ai commencé à fouiller. Un avis de paiement en retard sur une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Une contravention pour excès de vitesse, et puis une brochure pour un complexe de luxe à Marrakech. Je me suis figé. Je reconnaissais ce complexe. J'y étais allé pour une retraite d'entreprise il y a 6 mois. Guillaume était resté à la maison parce qu'il avait une grosse réunion. Je me suis connecté à mon ordinateur portable et j'ai sorti le relevé de carte de crédit du compte joint, celui que j'approvisionnais chaque mois pour les dépenses du ménage. C'était là. Un débit pour 2 billets d'avion pour Marrakech. Des dates chevauchant mon voyage d'affaires et un débit pour une chambre double. Il l'avait emmené là-bas. Pendant que j'étais assise en réunion, concluant des affaires pour payer notre vie, il buvait des cocktails au bord de la piscine avec ma sœur. Avec mon argent, je me suis senti malade. Ce n'était pas juste le sexe. C'était le financement de la trahison. Il m'avait fait payer pour ma propre humiliation. J'ai continué à creuser. J'ai regardé les retraits d'espèces. 500 € ici. 300 € là. Des frais de conseil qu'il avait notés dans notre application de budget. Mais en regardant les dates, 12 août, anniversaire de Sandrine. 5 septembre, le jour où la voiture de Sandrine est tombée en panne. 31 octobre, Halloween. Il subventionnait sa vie depuis des années, pas seulement des mois. Des années. Tu me fais me sentir petit, m'avait-il dit lors de notre dernier dîner d'anniversaire, le vrai, pas le désastre d'hier. Tu te promènes comme si tu possédais l'endroit juste parce que tu signes les chèques. Je ne sais pas, avais-je répondu, me sentant coupable. Je veux juste que nous soyons en sécurité. La sécurité n'est pas sexy, Val, avait-il ricané. Le besoin est sexy. Tu n'as pas besoin de moi. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de lui. Mais Sandrine, si. Sandrine était un puissant fond de besoin. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de validation. Elle avait besoin de quelqu'un pour la sauver. Guillaume ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il pouvait prétendre sauver Sandrine en utilisant mes ressources. C'était une symbiose parasitaire. Il se sentait comme un grand homme, et elle avait un ticket gratuit. J'ai claqué l'ordinateur portable. Ma tristesse s'évaporait, remplacée par une clarté froide et tranchante. Ce n'était pas une tragédie. C'était un braquage. J'ai regardé autour de la pièce les choses que je lui avais achetées. Le PC de jeu haut de gamme. La chaise ergonomique, le maillot de basket signé au mur. C'était une sangsue belle, charmante et manipulatrice. Et il avait commis une erreur fatale. Il pensait que parce que j'étais généreuse, j'étais stupide. Il pensait que parce que je l'aimais, je ne vérifierais pas les comptes. Mais je suis une DAF. Je vérifie tout. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des pas lourds. Il était là. J'ai pris une grande inspiration, lissé mes cheveux et me suis levé. La femme éplorée était partie. L'auditrice était là. Guillaume est entré dans la maison comme s'il la possédait. Il n'avait pas l'air plein de remords. Il avait l'air agacé comme un homme dérangé par une course fastidieuse. Il portait une pile de cartons aplatis sous le bras. « Valérie » a-t-il dit quand il m'a vu debout en haut de l'escalier. « Je suis content que tu sois là. Nous devons accélérer ça. » Je suis descendu lentement, ma main glissant sur la rampe que j'avais poncée et teinte moi-même il y a 3 ans. « Accélérer quoi exactement ? » La transition, a-t-il dit, laissant tomber les cartons dans l'entrée. Sandrine est hormonale. Elle est stressée. Le bébé peut sentir le stress. Tu sais, nous devons être installés ici d'ici le week-end pour que je puisse aménager la chambre de bébé. Je me suis arrêté sur la dernière marche, le regardant dans les yeux. Tu n'aménageras pas de chambre de bébé dans ma maison, Guillaume. Il a levé les yeux au ciel. Et c'est parti. J'ai dit à ta mère que tu serais difficile. Écoute, Val,
soyons adultes. Cette maison a 4 chambres. C'est trop grand pour une seule personne. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu vis au bureau. Sandrine et moi fondons une famille. Nous avons besoin d'espace. C'est juste logique. Logique? J'ai laissé échapper un rire sec et incrédule. La logique, c'est toi déménageant dans un appartement que tu peux te permettre, ce qui, selon mes calculs, est un carton sous un pont d'autoroute. Son visage s'est assombri. Le charme s'est évaporé, révélant la méchanceté en dessous. Ne commence pas avec le coût de l'argent. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? L'argent. Tu penses que ça te rend meilleur que tout le monde. Ça paie le crédit, ai-je dit calmement. Quelque chose que tu n'as pas fait en 5 ans. J'ai contribué d'autres manières, a-t-il crié, son visage devenant rouge. J'ai géré le ménage. J'ai pris soin des choses. Je t'ai donné un soutien émotionnel. Tu as couché avec ma sœur, ai-je répliqué. C'est ça le soutien émotionnel. J'ai couché avec elle parce qu'elle m'apprécie. Il s'est approché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Ça marchait avant. Ça ne marchait pas aujourd'hui. Elle me regarde comme si j'étais un homme, pas un compte en banque. Tu m'as repoussé, Valérie. Tu étais froide. Tu étais distante. Tu étais essentiellement stérile. Le mot a plané dans l'air. Stérile. Il savait à quel point cela faisait mal. Il savait pour les piqûres de FIV, les hormones, la dévastation de chaque résultat négatif. Il utilisait ma douleur comme arme pour justifier son adultère. J'ai essayé de te donner un enfant, ai-je chuchoté, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts. J'ai fait vivre un enfer à mon corps. Ouais, eh bien, ça n'a pas marché, a-t-il dit cruellement. Sandrine, c'est arrivé naturellement. Facilement. Peut-être que c'est un signe, Val. Peut-être que nous n'étions pas faits pour nous reproduire. Peut-être que la nature savait que tu n'étais pas faite pour être mère. J'ai senti qu'une gifle aurait fait moins mal. Mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste fixé, mémorisant ce moment. C'était la clôture dont j'avais besoin. Il ne restait plus d'amour ici. Juste une pourriture qui devait être excisée. Prends tes affaires, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Prends tes effets personnels, vêtements, affaires de toilette. Tu ne prends pas l'électronique. Tu ne prends pas les meubles. Et tu ne prends certainement pas la voiture. Tu rêves, a-t-il ricané. C'est un bien commun. J'ai parlé à un ami avocat. La moitié de tout est à moi. Y compris cette maison, ton plan épargne-retraite. Enfin, ton épargne-retraite puisque nous sommes mariés. Il a eu un sourire en coin. Alors, tu peux rendre ça facile. Signe la maison à mon nom comme part du règlement et je ne toucherai pas à ton fonds de retraite, où nous pouvons nous battre et je prendrai aussi la moitié des actions de ta précieuse entreprise. Ton choix. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il pensait connaître la loi. Fais tes valises, Guillaume, ai-je répété. Tu as 1 heure avant que je change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures. C'est le domicile conjugal. En fait, ai-je dit en regardant ma montre, je peux. Mais vas-y, appelle la police. J'adorerais leur expliquer pourquoi mon mari essaie d'installer sa maîtresse enceinte, ma sœur, dans ma maison. Il m'a foudroyé du regard, réalisant que je ne reculais pas. Il a attrapé les cartons et a monté les escaliers en trombe. Je l'ai entendu claquer des tiroirs, jeter des choses. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables maintenant. Il venait d'admettre sa stratégie, le chantage. Il voulait échanger ma retraite contre la maison. Il voulait me dépouiller pour construire un nid pour Sandrine. Il ne savait pas pour la SCI. Il ne savait pas que la maison n'était pas techniquement à mon nom ni au sien. Il ne savait pas que la voiture était un leasing d'entreprise. Il jouait aux dames. Je jouais aux échecs en 4D. Je l'ai regardé descendre 3 valises dans les escaliers 20 minutes plus tard. Il avait aussi attrapé la PlayStation. Je l'ai laissé la prendre. C'était un petit prix à payer pour le faire sortir. Tu auras des nouvelles de mon avocat, a-t-il craché en sortant. Ne pense pas que tu as gagné. Maman et papa sont de mon côté.
Tout le monde est de mon côté. Tu vas finir comme une vieille femme seule et amère avec rien d'autre que tes chats et tes tableaux Excel. Au revoir, Guillaume, ai-je dit. Il a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai marché vers la porte et j'ai tourné le verrou. Puis j'ai glissé la chaîne de sécurité. J'étais seul dans la grande maison silencieuse, mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas vide. Elle semblait propre. La paix, cependant, fut de courte durée. Guillaume n'était pas juste parti. Il était allé directement au quartier général, la maison de mes parents, et avait activé le réseau. En psychologie, on les appelle les singes volants, les gens qu'un abuseur manipule pour tourmenter sa victime. Ma famille en était une véritable escadrille. Cela a commencé par une notification sur mon téléphone environ 10 minutes après le départ de Guillaume. Puis une autre, puis un déluge. Tante Liliane, Valérie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement déçu de toi. Mettre le père d'une femme enceinte à la rue. C'est chrétien ça. Cousin Michel, mec, laisse la maison à Guillaume. Tu es riche. Ne sois pas une sale type. Même ma grand-mère, qui savait à peine envoyer un SMS, la famille est de la famille. Honte à toi. Ils avaient parfaitement tourné le récit. Dans leur version, j'étais la mégère vindicative punissant les amants maudits. Personne ne mentionnait l'adultère. Personne ne mentionnait la trahison de la sœur. Tout était concentré sur le bébé innocent et mon égoïsme. Puis est venu l'email. L'objet était simplement une résolution. C'était de mon père, en copie à ma mère, Guillaume et Sandrine. Je me suis assise à mon îlot de cuisine et je l'ai ouvert. Valérie, nous sommes consternés par ton comportement aujourd'hui. Renvoyer Guillaume alors qu'il essayait d'être civil était inutile. Nous devons régler cette affaire en privé sans avocats coûteux qui ne feront que drainer les ressources familiales. Voici la proposition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord en famille, tu transféreras l'acte de propriété de la maison de la rue des Érables à Guillaume et Sandrine immédiatement. Cela assurera la stabilité de ton neveu ou nièce. Tu verseras une pension alimentaire à Guillaume pour une période de 5 ans étant donné qu'il a sacrifié sa carrière pour soutenir la tienne. J'ai ri à haute voix à celle-là. Sacrifier quoi? Son score élevé à Call of Duty? Tu paieras une somme forfaitaire de 50 000 € pour préjudice moral causé à Sandrine durant cette transition. Tu accepteras un divorce rapide et non contesté. En échange, Guillaume acceptera de ne pas demander 50% de tes parts actuelles d'entreprise. C'est une offre généreuse, Valérie. Si tu refuses, nous soutiendrons Guillaume dans une bataille juridique complète. Nous témoignerons que tu es émotionnellement abusive et négligente. Rappelle-toi aussi que tu es la marraine de cet enfant. Ne punis pas un bébé innocent à cause de ta jalousie. Bisous, papa. J'ai fixé l'écran, ma vision se brouillant de rage. Il voulait que je paie Sandrine pour préjudice moral. Il voulait que je paie une pension alimentaire à un homme qui me volait. Et la menace qu'il témoignerait contre moi. Mes propres parents étaient prêts à se parjurer pour me détruire juste pour soutenir Sandrine. C'était époustouflant d'audace. Ils misaient sur ma culpabilité. Ils misaient sur le fait que j'avais passé ma vie entière à essayer de leur plaire. Ils pensaient que s'ils poussaient assez fort, la vieille Valérie, la sœur de l'ombre, se plierait juste pour faire cesser les cris. J'ai commencé à taper une réponse furieuse. Êtes-vous fou? Il m'a trompé. C'est ma sœur. Mais mon doigt a hésité au-dessus du bouton envoyer. Non, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une réaction émotionnelle. Il voulait que je m'engage, que j'argumente, que je supplie. Si j'argumentais, je négociais. Et on ne négocie pas avec des terroristes. J'ai supprimé le brouillon. À la place, j'ai imprimé l'email. J'ai imprimé les SMS. Je suis allé à mon bureau et j'ai imprimé les relevés bancaires montrant le vol de Guillaume. J'ai imprimé les reçus de carte de crédit pour le voyage à Marrakech. J'ai créé un dossier physique. Étiqueté et guerre. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé aller sur la messagerie. Ça a sonné à nouveau. Papa. Messagerie. Puis le téléphone fixe a sonné. Ils étaient implacables. J'ai débranché le fixe. J'ai mis mon portable en mode ne pas déranger, autorisant les appels seulement de mon cercle intime,
qui était tristement une liste très courte. J'ai ressenti une vague soudaine d'isolement. J'avais perdu tout le monde. Mon mari, ma sœur, mes parents, ma famille élargie. Même les voisins pourraient se retourner contre moi une fois les ragots répandus. J'étais la méchante dans leur histoire et rien de ce que je dirais ne changerait cela parce que la vérité était gênante pour eux. La vérité exigeait qu'ils admettent que Sandrine était une briseuse de ménage et Guillaume un raté. C'était plus facile de me peindre comme le monstre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la pluie. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la vraie histoire. Et puis, comme invoqué par mon désespoir, un taxi jaune s'est arrêté dans mon allée. Une femme en est sortie, luttant avec une valise géante à imprimer léopard et un parapluie trempé. Sarah, ma colocataire d'université, ma demoiselle d'honneur, qui m'avait dit le jour de mon mariage, je lui donne 5 ans, mais je te soutiens. Elle vivait à New York. Je ne l'avais pas encore appelée parce que j'avais trop honte. Mais elle était là, marchant dans mon allée comme un général arrivant sur les lignes de front. J'ai ouvert la porte et avant que je puisse dire un mot, elle a lâché sa valise, a regardé mon visage taché de larmes et a dit « J'ai vu le post Facebook de Sandrine sur le bébé miracle. Je suis ici pour t'aider à enterrer le corps. » Métaphoriquement ou littéralement, j'ai apporté une pelle. J'ai éclaté en sanglots, mais cette fois c'était des larmes de soulagement. Sarah ne m'a pas serré doucement. Elle m'a serré férocement comme si elle essayait de tenir mes morceaux brisés ensemble par la seule force de sa volonté. Elle m'a traîné dans le salon, a enlevé ses talons et a ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. C'est une occasion spéciale, a-t-elle déclaré en versant 2 verres massifs. C'est le jour où tu te réveilles enfin. Nous nous sommes assises par terre et je lui ai tout raconté. Le dîner, le trajet en voiture, les SMS, l'email de mon père. Quand je lui ai montré l'email, Sarah n'est pas devenue triste. Elle est devenue furieuse. Elle faisait les 100 pas dans mon salon, gesticulant sauvagement avec son verre de vin. Préjudice moral pour Sandrine, a-t-elle crié. Elle a couché avec ton mari. La seule douleur qu'elle devrait ressentir est la honte d'être un être humain terrible. Et tes parents. Val, je te dis depuis 20 ans qu'ils sont toxiques, mais ça, c'est une trahison de niveau biblique. Ils ont dit qu'ils témoigneraient contre moi, ai-je dit doucement. Ils ont dit que j'étais abusive. Qu'ils le fassent, a dit Sarah, se laissant tomber à genoux devant moi et m'attrapant par les épaules. Écoute-moi, Valérie. Regarde-moi. Tu n'es pas la victime ici. Tu es la banque et ils sont terrifiés. Terrifiés ? J'ai reniflé. Ils semblent plutôt confiants. C'est du bluff, a dit Sarah. Pense-y. Guillaume n'a pas de travail. Sandrine n'a pas de travail. Tes parents sont à la retraite et vivent sur un revenu fixe plus les aumônes que tu leur donnes. Si tu coupes le robinet, ils meurent de faim. Ils t'attaquent parce qu'ils ont besoin que tu te plies avant de réaliser que tu as toutes les cartes. Elle avait raison. J'avais été tellement concentré sur la blessure émotionnelle que je n'avais pas regardé le paysage stratégique. Il veut la maison, ai-je dit. Il pense que c'est un bien commun. Laisse-le, a demandé Sarah. Elle savait que j'étais méticuleuse avec les finances. Val, dis-moi que tu n'as pas mis ce raté sur l'acte de propriété. J'ai esquissé un faible sourire. J'ai acheté la maison avant le mariage. Elle est au nom de la SCIV Anderson. Je l'ai mise là pour la protection de la responsabilité à cause de mon travail. Les yeux de Sarah se sont élargis. Et le contrat de mariage ? S'il te plaît, dis-moi que tu lui en as fait signer un. Je l'ai fait, ai-je dit. Mon patron à l'époque a insisté. Guillaume l'a signé sans le lire parce qu'il voulait prouver qu'il ne se souciait pas de l'argent, mais je ne l'ai pas regardé depuis 10 ans. Je ne me souviens pas des clauses spécifiques. Alors on le trouve, a commandé Sarah. Ce soir, on trouve chaque bout de papier. On construit une forteresse. Et demain, on sort l'arme nucléaire. Nous avons passé les 4 heures suivantes à retourner mon bureau. Nous avons trouvé le contrat de mariage dans un coffre-fort au fond du placard. Nous avons trouvé les déclarations d'impôts. Nous avons trouvé les relevés de cartes de crédit que j'avais imprimés plus tôt. Pendant que nous travaillions, Sarah maintenait un flux constant de retour à la réalité. Il t'a dit que tu étais stérile, a-t-elle demandé en triant les reçus. Val,
Ne m'as-tu pas dit une fois que Guillaume refusait de se faire tester? J'ai fait une pause. Ouais, il a dit que le soldat allait bien. Il ne voulait pas aller chez l'urologue. Il a dit que le problème était évidemment moi à cause de mon stress. Bien sûr, a ricané Sarah. Ou peut-être qu'il est le problème et que Sandrine s'est fait mettre enceinte par le garçon de piscine et qu'il mette ça sur le dos de Guillaume parce que c'est lui qui a la femme riche. Je me suis arrêté net. La pensée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Sandrine ne ferait pas. Guillaume ne serait pas aussi stupide. Guillaume est exactement aussi stupide, a dit Sarah. Et Sandrine est exactement aussi manipulatrice. Nous devons ajouter un test de paternité à ta liste d'exigences. À 3 heures du matin, nous avions une pile de preuves. Les frais de conseil qui étaient en fait des cadeaux pour Sandrine, la chronologie de l'affaire basée sur les localisations de cartes de crédit, le contrat de mariage, qui après relecture avait une clause d'infidélité dévastatrice. J'ai regardé la pile de papier. C'était laid. C'était une chronique de ma stupidité et de leur avidité. Mais c'était aussi des munitions. Tu réalises ce que tu dois faire, n'est-ce pas, a dit Sarah en versant le reste du vin. Tu ne peux pas juste divorcer. Tu dois les détruire. Si tu leur donnes un pouce, ils prendront tout. Tu dois rester de marbre. Pas d'émotion, juste la loi. Je sais, ai-je dit. La tristesse avait disparu maintenant, entièrement remplacée par une résolution froide. J'ai besoin d'un requin. Pas un avocat de famille. Un requin. Diane Meunier, a dit Sarah. Elle s'est occupée du divorce de ma cousine. Elle mange les maris infidèles au petit déjeuner. Je prendrai le rendez-vous pour 9 heures. J'ai regardé mon téléphone. Un autre SMS de mon père. Nous attendons ta réponse, Valérie. Ne nous oblige pas à venir là-bas. J'ai tapé une réponse cette fois. Je répondrai par le biais de mon conseiller juridique. Ne me contactez plus ou je porterai plainte pour harcèlement. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Bien, a dit Sarah. Maintenant va dormir. Demain, on va en guerre. Je me suis allongé sur le canapé, incapable de retourner dans le lit que Guillaume avait souillé. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. J'ai visualisé le plan. Il voulait une méchante. Très bien. Je serai la méchante. Je serai le pire cauchemar qu'il puisse imaginer. Une femme qui connaît sa valeur et a les reçus pour le prouver. Le bureau de Diane Meunier était tout de verre et d'acier, situé au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Il criait l'argent, ce qui était exactement ce que je voulais. Diane elle-même était une femme dans la cinquantaine avec un carré tranchant comme une lame de rasoir et des yeux qui semblaient pouvoir percer un coffre de banque au laser. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Sarah était assise à côté de moi, hochant la tête en validation. Quand j'ai fini, Diane a pris une gorgée de son eau et a regardé la pile de documents que j'avais apportés. D'accord, a-t-elle dit, sa voix calme et autoritaire. Regardons les dégâts. Elle a ramassé le contrat de mariage en premier. Elle l'a scanné, ses sourcils se levant légèrement. Qui a rédigé ça? Mon ancien conseiller d'entreprise, ai-je dit. Est-il valide? Il est en béton, a dit Diane, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Article 4, paragraphe B. En cas d'infidélité prouvée, la partie fautive renonce à toute réclamation sur l'appréciation des biens matrimoniaux et renonce à tout droit de prestation compensatoire. Et regardez cette définition de l'infidélité. Elle inclut les affaires émotionnelles et le détournement financier. Elle m'a regardé. Guillaume n'a pas lu ça, n'est-ce pas? Il a dit que le jargon juridique lui donnait mal à la tête, ai-je admis. Tant mieux pour nous, a dit Diane. Maintenant, parlons de la maison. Vous avez dit qu'elle est dans une SCI? SCI V. Anderson, ai-je confirmé. Je l'ai achetée 6 mois avant le mariage. Et avez-vous déjà ajouté son nom au statut de la SCI? Non. Avez-vous utilisé des fonds communs pour payer le crédit? Parfois, j'ai hésité. Du compte joint. Diane a froncé les sourcils. Cela crée un problème de confusion de patrimoine. Il pourrait prétendre qu'il a contribué au capital, mais... Je l'ai interrompu en sortant le tableau Excel que Sarah et moi avions fait la nuit dernière.
Je peux prouver que chaque euro dans le compte joint venait de mon salaire. Guillaume n'a pas déposé un centime en 5 ans. En fait, ces dossiers montrent qu'il a retiré des fonds communs pour son usage personnel, jeu d'argent, cadeaux pour Sandrine, voyage. Diane a pris le tableau. Ses yeux ont scanné les colonnes. Il a dépensé 15 000 € au poker en ligne l'année dernière? Apparemment, ai-je dit, sentant une bouffée de honte. Je ne vérifiais pas les lignes. Je payais juste le solde total. C'est du détournement de fonds, a déclaré Diane. Il prenait des fonds confiés au partenariat conjugal et les détournait à des fins illicites. Nous pouvons argumenter que tout capital qu'il prétend avoir construit a été annulé par le vol. Elle s'est adossée à sa chaise. Valérie, voici la situation. Légalement, vous êtes dans une position très forte, mais pratiquement ces cas sont compliqués. Les juges détestent les drames familiaux. Si nous allons au tribunal, cela prendra 2 ans. Vos parents témoigneront. Ce sera moche. Je m'en fiche, ai-je dit. Je veux qu'il n'ait rien. Je comprends, a dit Diane. Mais il y a une manière plus intelligente. Nous faisons appel à leur avidité. Elle a décrit le plan. Nous l'appelons le piège à miel. Ils pensent que vous êtes émotionnel et faible, a expliqué Diane. Ils pensent que vous êtes désespéré de garder la paix. Donc, nous jouons là-dessus. Nous rédigeons une convention de divorce. Nous faisons en sorte qu'il semble que vous leur donniez exactement ce qu'ils veulent. Un divorce rapide pour qu'ils puissent se marier et être une vraie famille. Mais dans les petits caractères, nous clarifions la division des actifs basée sur les termes stricts du contrat de mariage et de la propriété de la SCI. Ils ne signeront pas ça, a dit Sarah. Ils le feront s'ils ne le lisent pas, a contré Diane. Ou s'ils pensent qu'ils obtiennent quelque chose de mieux. Nous structurons cela de manière à ce que Guillaume renonce à ses droits sur la valeur potentielle de vos actions d'entreprise, qu'il pense être énorme, en échange de votre promesse de ne pas le poursuivre pour la dette de jeu et la fraude. Mais je garde la maison, ai-je demandé. Absolument, a dit Diane. La maison reste à la SCI. L'accord stipulera que Guillaume libère la propriété lors de la finalisation du décret de divorce. Mais nous l'enrobons dans un langage qui fait croire à une transition temporaire. Nous les laissons croire qu'ils gagnent jusqu'à ce que l'encre soit sèche. C'est risqué, ai-je dit. Cela repose sur leur arrogance. D'après ce que vous m'avez dit, Guillaume et votre sœur ne sont pas des gens soucieux des détails, a convenu Diane. Ils sont opportunistes. Ils verront un divorce rapide et renonciation aux poursuites et ils signeront. J'ai pensé au visage de Guillaume quand il a quitté la maison. Tu n'es qu'une vieille femme amère avec tes tableaux Excel. Il m'avait sous-estimé. Il l'avait toujours fait. Faisons-le, ai-je dit. Encore une chose, a ajouté Diane. Nous devons sécuriser vos actifs immédiatement. Coupez toutes les cartes de crédit. Gelez les comptes joints. Déplacez votre virement de salaire aujourd'hui. Tout de suite. Il va le remarquer, ai-je dit. Il va piquer une crise. Laissez-le faire, a dit Diane froidement. Il a dépensé votre argent pour sortir avec votre sœur. La fête est finie. En quittant le bureau de Diane, je me sentais plus légère que depuis des années. J'avais un plan. J'avais une équipe. Je suis allé directement à la banque. Je me suis assise avec un conseiller et j'ai systématiquement démantelé la vie financière que Guillaume et moi avions construite. J'ai clôturé les cartes de crédit. Je les retirais comme utilisateur autorisé. J'ai transféré la majeure partie de l'épargne sur un nouveau compte uniquement à mon nom. Quand je suis sorti de la banque, mon téléphone a vibré. Une notification de l'application de carte de crédit. Transaction refusée. Starbucks, 14,50 €. Il achetait du café pour 2. Probablement un latte pour lui et un décaféiné pour Sandrine. Et pour la première fois, la carte n'a pas fonctionné. J'ai souri. C'était une petite victoire mesquine, mais elle avait un goût sucré. Désolé, Guillaume, ai-je chuchoté au téléphone. On dirait que tu paies en liquide aujourd'hui. Mais le vrai test arrivait. Je devais aller les voir. Je devais les regarder dans les yeux et prétendre que j'étais brisé. Tout en tenant le couteau qui couperait le cordon. J'ai envoyé un SMS à mon père. Je suis prêt à parler. Rencontrons-nous. Le piège était tendu. Maintenant,
Je devais juste m'assurer de ne pas vomir quand je les verrais. Le café que j'ai choisi pour la réunion était un terrain neutre. C'était à mi-chemin entre la maison de mes parents et mon bureau, une chaîne d'entreprise stérile avec un éclairage fluorescent et de la musique jazz juste un peu trop forte. Je suis arrivé 15 minutes en avance, pas parce que j'étais impatiente, mais parce que j'avais besoin d'entrer dans le personnage. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre sombre. J'avais mis mon plus vieux gilet, celui qui boulochait un peu sur la manche, et j'avais sauté mon anti-cernes habituel. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. Je devais ressembler à la femme vaincue, la femme qui avait tout perdu et qui désespérait de sauver une miette de dignité. Diane s'est assise à côté de moi, impeccable et professionnelle, mais elle avait adouci son regard habituel de requin. « Rappelez-vous » a-t-elle chuchoté en glissant un document épais sur la table. « Vous n'êtes pas la DAF aujourd'hui. Vous êtes la sœur au cœur brisé. Laissez-les penser qu'ils vous font une faveur en signant ceci. » J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'anticipation. C'était la sensation de regarder des montagnes russes avancer pouce par pouce vers la chute. Guillaume et mon père sont arrivés ensemble. Guillaume avait l'air fatigué mais suffisant, portant une veste de costume que je lui avais achetée il y a 3 Noëls. Mon père marchait avec cette démarche raide et vertueuse qu'il utilisait quand il sentait qu'il était l'autorité morale dans la pièce. Ils se sont assis sans serrer de main. Guillaume ne voulait pas croiser mon regard. « Valérie » a commencé mon père, sa voix résonnant légèrement. « Je suis content que tu aies retrouvé tes esprits. Nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour le bébé. »« Je sais, papa » ai-je dit, laissant ma voix se briser juste assez. J'ai fixé mes mains, tournant mon alliance, que je portais encore pour les faits. J'ai beaucoup réfléchi à ce que maman a dit sur le fait d'être la grande sœur. Guillaume a levé les yeux. Intérêt piqué. Donc, vous acceptez les termes. Diane est intervenue doucement. Valérie convient qu'une bataille juridique prolongée serait préjudiciable à la santé de tout le monde. Elle est prête à accorder le divorce immédiatement. Elle est également prête à renoncer à son droit de vous poursuivre, Guillaume, pour les irrégularités comptables que nous avons trouvées. Guillaume a tressailli. Irrégularités ? Je t'ai dit que c'était des frais de conseil. Peu importe, a continué Diane en agitant une main dédaigneuse. Valérie est prête à laisser tomber. Dans l'esprit d'aller de l'avant, j'ai levé les yeux vers Guillaume, invoquant chaque once de tristesse que je pouvais rassembler. Je ne veux pas te combattre, Guillaume. Je t'aimais. Si Sandrine est celle que tu veux, si elle peut te donner la famille que je ne pouvais pas, j'ai fait une pause, essuyant une fausse larme. Alors je ne me mettrai pas en travers de votre chemin. Mon père a laissé échapper un long soupir, les épaules se détendant. Bonne fille, Valérie. Je savais que tu avais du cœur. Cependant, a dit Diane en glissant le document vers eux. Pour rendre cela juridiquement contraignant et rapide, afin que vous puissiez épouser Sandrine avant l'arrivée du bébé, nous devons signer la convention de règlement aujourd'hui. Elle accorde le divorce pour cause de différends irréconciliables. Elle stipule que chaque partie garde les actifs actuellement en sa possession exclusive et renonce aux réclamations sur les gains futurs de l'autre. Guillaume a froncé les sourcils, regardant l'épaisse pile de papier. Et la maison ? L'email disait que j'ai la maison. L'accord stipule que vous maintiendrez la résidence à l'adresse de la rue des Érables, a dit Diane prudemment, utilisant une formulation très spécifique, et Valérie quittera les lieux. Il inclut également une clause où Valérie accepte de ne pas demander le remboursement des 45 000 € de fonds matrimoniaux que vous avez dépensés pour des relations extérieures. Les yeux de Guillaume se sont élargis devant le chiffre. Il a regardé mon père. Il savait que si ce chiffre sortait au tribunal, il passait pour un voleur. Et la prestation compensatoire, a demandé Guillaume, avide jusqu'au bout. Je ne peux pas faire de pension, Guillaume, ai-je chuchoté. Mais je m'éloigne de la maison. Je te donne un foyer pour ton enfant. N'est-ce pas suffisant? Mon père a donné un coup de coude à Guillaume. Prends l'accord, fils. Une maison à Nantes vaut une fortune. Elle te donne le capital. Ne la pousse pas. Guillaume a regardé le document. Il a feuilleté les pages rapidement. J'ai retenu mon souffle. S'il lisait l'article 12 concernant les entités tierces ou les droits de propriété de la SCI, le jeu était fini. Mais il survolait. Il cherchait des signes de dollars et le mot maison.
Il s'est arrêté à la page de signature. Il a pris le stylo. Ça veut dire que c'est fini, a-t-il demandé en me regardant. Pas de retour en arrière. Tu ne vas pas venir après mes idées d'entreprise. Je ne toucherai pas à tes idées d'entreprise, Guillaume, ai-je dit. C'était facile à promettre plus qu'il n'en avait aucune. Et tu nous laisseras tranquilles. Je veux juste disparaître, ai-je dit doucement. Il a eu un sourire en coin. La victoire était dans ses yeux. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait avoir gagné la maison, la fille et la liberté. Tout en me laissant l'addition. En ce moment, alors que je regarde sa main planer au-dessus du papier, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sur le point de faire exploser ma vie entière pour en construire une nouvelle. Mon cœur bat contre mes côtes, non pas de chagrin, mais de l'adrénaline de la mise à mort. Si vous écoutez toujours cette histoire, s'il vous plaît aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes incroyable et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est énorme pour moi. Commentez un pour que je puisse vous voir. Et maintenant voyons ce qui se passe quand l'encre touche le papier. Guillaume a signé. Le son du stylo grattant contre le papier était fort dans le café calme. Gratte. Gratte. Le son d'un homme signant son propre arrêt de mort. Mon père a signé comme témoin, rayonnant comme s'il signait un traité de paix qui mettait fin à une guerre qu'il avait commencée. Voilà, a dit papa, rebouchant le stylo et repoussant les documents vers Diane. Ce n'était pas si dur, n'est-ce pas? Maintenant nous pouvons tous aller de l'avant. Oui, ai-je dit en me levant. Mes jambes semblaient tremblantes, mais je les ai forcées à tenir. Je vais emballer le reste de mes affaires ce week-end. Tu pourras avoir les clés lundi. Lundi c'est bien, a dit Guillaume, sortant déjà son téléphone, probablement pour envoyer un SMS à Sandrine avec la bonne nouvelle. Assure-toi de laisser le lave-linge et le sèche-linge. Sandrine a beaucoup de vêtements de bébé à laver. J'ai hoché la tête, mordant l'intérieur de ma joue si fort que j'ai goûté le sang métallique. Bien sûr, le lave-linge et le sèche-linge restent. Je suis sorti du café avec Diane, maintenant ma posture affaissée jusqu'à ce que nous tournions le coin et soyons hors de vue. Au moment où nous étions clairs, j'ai redressé ma colonne vertébrale et inhalé une bouffée d'air humide nantais. On l'a eu, ai-je demandé à Diane, ma voix stable. Diane a tenu le dossier, un sourire méchant s'étalant sur son visage. On l'a eu. Il a renoncé à la communication des pièces. Il a renoncé à la prestation compensatoire. Et surtout, il a signé la reconnaissance que tous les actifs détenus par des entités corporatives tierces sont exclus du patrimoine conjugal. Il pense que la maison est un bien matrimonial, ai-je dit, une bulle de rire hystérique montant dans ma gorge. Il pensait, a corrigé Diane. Légalement, il vient d'accepter que la SCIV Anderson est une entité tierce et qu'il n'a aucun droit dessus. Il vient de s'expulser lui-même. Le week-end a été un flou de jeu d'acteurs surréaliste. Je suis retourné à la maison, ma maison, et j'ai fait mes valises. Mais je n'ai pas tout emballé. J'ai emballé mes vêtements, mes bijoux, mes documents personnels et les choses qui n'avaient de valeur sentimentale que pour moi. Mes parents sont venus dimanche pour superviser, s'assurant que je ne volais rien qui appartenait au bébé. Sandrine était là, assise sur mon canapé, mangeant mes collations, dirigeant Guillaume sur l'endroit où accrochait une nouvelle peinture hideuse qu'elle avait achetée. Valérie, a appelé Sandrine alors que je scotchais un carton de livres. Laisse l'aspirateur Dyson, d'accord? J'ai mal au dos. Je ne peux pas en pousser un lourd. Je l'ai regardée. Elle rayonnait du triomphe de l'enfant roi qui a finalement obtenu le prix ultime. Elle avait pris mon mari, ma maison et mon avenir. Ou du moins le pensait-elle. Bien sûr, Sandrine, ai-je dit. Garde le Dyson. Et la machine à expresso, a-t-elle ajouté. Guillaume dit que tu fais un super café. J'ai besoin d'apprendre. Garde-la. Ma mère est entrée dans la pièce en secouant la tête. Tu vois, Valérie, ça fait du bien de donner, n'est-ce pas? Tu as tellement. C'est seulement juste de partager avec ceux qui sont moins fortunés. C'est clarifiant, ai-je dit. Eh bien, n'aie pas l'air si aigri, a réprimandé maman. Tu es une femme libre maintenant. Tu peux te concentrer sur ta carrière. C'est ce que tu as toujours voulu, non?
Pas de mari pour qui cuisiner, pas d'enfant dont se soucier, juste toi et ton argent. Le dédain dans sa voix quand elle a dit l'argent était palpable, pourtant elle se tenait dans la maison que mon argent avait achetée, portant un pull que mon argent avait payé. Oui, maman, ai-je dit en ramassant le dernier carton. Juste moi et mon argent. J'ai marché vers la porte. Guillaume se tenait là, tenant les clés que j'étais censé rendre. Sans rancune, Val, a-t-il dit, offrant une main que j'ai refusé de serrer. Idéalement, nous pouvons toujours être amis pour la famille. Amis, ai-je répété, le regardant droit dans les yeux. Au revoir, Guillaume. Profite de la maison. Imprègne-toi bien. Je lui ai tendu un jeu de clés. C'étaient les vieilles clés. J'avais déjà programmé le serrurier pour lundi matin, 1 heure après que l'avis d'expulsion serait signifié, mais il n'avait pas besoin de savoir ça tout de suite. J'ai marché vers ma voiture, la location que j'avais prise parce que j'avais caché ma voiture de fonction dans un garage recommandé par Diane. Je suis parti, les regardant dans le rétroviseur, mes parents faisant signe, Guillaume et Sandrine s'embrassant dans l'embrasure de la porte. C'était l'image parfaite d'une famille heureuse. J'ai conduit 2 pâtés de maison, je me suis garé sur le côté et j'ai vomi dans un buisson. La comédie était terminée. La nausée de faire semblant d'être faible, de faire semblant d'accepter leur abus, m'a finalement rattrapé. J'ai essuyé ma bouche, pris une gorgée d'eau et me suis regardé dans le miroir. Tu l'as fait, ai-je chuchoté. Les 30 jours suivants furent une leçon de patience. En France, la procédure peut être rapide par consentement mutuel, mais l'attente du décret final semblait éternelle. Comme nous avions déposé la convention immédiatement, le compte à rebours tournait. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement de fonction que mon entreprise possédait. J'allais travailler. Je souriais en réunion. J'ignorais les posts Instagram que Sandrine mettait. Si béni de construire un nid avec mon âme sœur dans notre maison de rêve, légendée avec une photo de ses pieds sur ma table basse. Progrès de la chambre de bébé, montrant Guillaume peignant ma chambre d'amis d'un bleu criard. Chaque photo était une pièce à conviction que je sauvegardais juste au cas où. Mais la vraie arme était la paperasse que Diane avait déposée. Laissez-moi vous expliquer exactement comment le piège a fonctionné parce que si vous êtes une femme avec des actifs, vous devez savoir cela. Il y a 10 ans, mon mentor m'a dit, Valérie, ne possède jamais rien en ton nom propre si tu peux l'éviter. Mets-le dans une SCI. Cela te protège des poursuites et cela te protège de la vie. Donc, la SCI V. Anderson possédait la maison rue des Érables. Elle possédait la voiture. Elle possédait mes comptes d'investissement. Quand j'ai épousé Guillaume, il a signé un contrat de mariage. Il était paresseux, donc il ne l'a pas lu. Le contrat stipulait que tout actif possédé par une entité séparée avant le mariage restait une propriété séparée, peu importe qui vivait dedans. Mais le coup de grâce, la beauté absolue de la manœuvre juridique de Diane, était la clause de déchéance pour infidélité combinée à l'accord de règlement que Guillaume venait de signer. Le règlement disait, Guillaume accepte de quitter le domicile conjugal dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce final, à moins qu'un contrat de bail séparé ne soit signé avec le propriétaire. Guillaume pensait qu'il était le nouveau propriétaire à cause de l'accord verbal et de mon cadeau de la maison. Il pensait que le propriétaire était nous ou lui. Il n'a pas réalisé que le propriétaire était une société. Et les sociétés n'ont pas de sentiments. Les sociétés n'ont pas de sœurs. Les sociétés ont seulement des contrats. Et puisque Guillaume n'avait pas de bail avec la SCI V. Anderson, au moment où le juge a tamponné et final sur notre divorce, Guillaume est devenu un squatteur. C'est brutal, a dit Sarah un soir alors que nous buvions du vin dans mon appartement temporaire. C'est la chose la plus belle et la plus brutale que j'ai jamais vue. Ça devait l'être, ai-je dit, fixant les lumières de la ville. Si je les avais juste combattus au tribunal, le juge aurait pu lui donner la jouissance de la maison juste pour garder le bébé logé. Les juges sont sympathiques envers les enfants. Mais de cette façon, il a signé pour renoncer. Il a accepté de partir. Il ne savait juste pas quand. Et l'argent, a demandé Sarah. Les comptes joints sont fermés, ai-je dit. Les cartes de crédit sont annulées, mais j'ai laissé un compte ouvert. Celui lié au prélèvement automatique pour les charges de la maison. Pourquoi ? Parce que je veux que les lumières restent allumées jusqu'au mariage. J'ai souri. Je veux qu'il se sente à l'aise. Je veux qu'il se sente en sécurité. Tu es effrayante, a ri Sarah.
Je suis juste une DAF, j'ai haussé les épaules. Je gère le risque. Le 29e jour, le juge a signé le décret. J'étais officiellement divorcé. J'étais officiellement célibataire. Et légalement, Guillaume violait officiellement une propriété privée. Diane m'a appelé. Les papiers sont signés. L'avis d'expulsion est prêt. Le serrurier est en attente. Les déménageurs sont réservés pour mettre vos meubles au garde-meubles. Attendez, ai-je dit. N'envoyez pas encore les déménageurs. Laissez-leur avoir leur mariage d'abord. Vous voulez qu'ils fassent la réception dans votre maison? Ah. Demandait Diane confuse. Non, ai-je dit. Ils font la réception à la salle des fêtes parce qu'ils sont radins. Mais ils reviennent à la maison pour leur nuit de noces. C'est là que nous frappons. C'est froid, Valérie. Ils ont volé mon mari et essayé de voler mon avenir, ai-je dit. Froid est la seule température qu'il me reste. J'ai raccroché. J'ai regardé le calendrier. Samedi. Le mariage était samedi. J'avais envoyé un cadeau. Ce n'était pas un grille-pain. C'était un huissier de justice. Je n'ai pas assisté au mariage, évidemment. Mais à l'ère des réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'être présent pour être témoin d'un accident de train. Vous avez juste besoin d'un faux compte. Le mariage de Guillaume et Sandrine était un testament à leur illusion. Mon cousin Michel, qui était secrètement de mon côté mais craignait la colère de ma mère, m'envoyait des mises à jour minute par minute. Sandrine porte du blanc, beaucoup de blanc, et un diadème. Elle ressemble à une figurine de gâteau qui a fondu. Guillaume est ivre. Il raconte à tout le monde que ses investissements se développent. Ta mère pleure pendant le toast sur la façon dont le véritable amour trouve toujours un chemin. Je pense que je vais vomir. J'étais assise dans mon appartement à faire défiler les photos. Ils étaient là. Mon ex-mari et ma sœur coupant un gâteau que je savais que mon père avait payé. Ils avaient l'air triomphants. Ils avaient l'air d'avoir commis un meurtre en toute impunité. La légende de Sandrine sur son poste, enfin Madame Meunier. Si heureuse de commencer notre vie dans notre foyer pour toujours. Benny Hameuser passe désolé. Ce hashtag passe désolé, c'était la goutte d'eau. Elle n'était pas juste heureuse, elle jubilait. Elle voulait que je voie ça. Elle voulait que je sache qu'elle avait gagné. J'ai regardé l'horloge. Il était 21h. La réception touchait à sa fin. Ils allaient bientôt rentrer rue des Érables. J'ai appelé la société de sécurité privée que Diane avait engagée. Initier la phase 2, ai-je dit. Bien reçu, Madame Meunier. Nous sommes sur place. Le serrurier a fini. Les avis sont affichés. J'ai ressenti une montée d'adrénaline si forte que mes mains tremblaient. C'était le moment. Pendant qu'il dansait sur un chêne mélodie, une équipe changeait chaque serrure de ma maison. Pendant qu'il lançait le bouquet, un huissier scotchait un avis orange vif de sommation de quitter les lieux sur la porte d'entrée, la porte arrière et le garage. Et pendant qu'ils montaient dans leur voiture juste mariée, la berline de mon père puisque j'avais repris la voiture de fonction, mon équipe de sécurité se garait de l'autre côté de la rue, prête à faire respecter la loi. J'imaginais le trajet qu'ils faisaient. Ils riaient probablement. Guillaume desserrait probablement sa cravate, pensant à porter sa mariée enceinte au-dessus du seuil de la maison dont il m'avait chassé. Il pensait probablement à quel point il était intelligent, comment il avait joué le système. Il ne savait pas que le système était truqué contre lui dès le début. Je me suis versé un verre d'eau pétillante. Je n'avais pas besoin d'alcool pour engourdir ça. Je voulais ressentir chaque seconde. Joyeux jour de mariage, Sandrine. J'ai trinqué à la pièce vide. Bienvenue dans la réalité. Mon téléphone a vibré. C'était encore Michel. Ils viennent de partir. Ils se dirigent vers toi. Bonne chance, Val. Fais-leur vivre l'enfer. J'ai attrapé mon manteau. Je n'allais pas rester dans l'appartement. J'avais besoin de voir ça. J'ai conduit jusqu'à mon ancien quartier et je me suis garé 3 maisons plus bas, caché dans l'ombre d'un grand chêne. J'ai surveillé la rue. C'était calme. La pluie s'était arrêtée, laissant le trottoir glissant et noir. La maison, ma maison, était sombre. J'avais coupé le courant à distance via l'application domotique il y a 5 minutes.
Des phares ont balayé la rue. Une voiture s'est garée dans l'allée. C'était eux. Le spectacle était sur le point de commencer. La scène s'est déroulée avec une perfection cinématographique. La portière de Guillaume s'est ouverte et il en est sorti en trébuchant, toujours dans son smoking, semblant un peu instable. Il a fait le tour pour ouvrir la porte à Sandrine. Elle a émergé, sa robe blanche traînant sur l'allée mouillée, tenant son ventre théâtralement. Ils ont marché sur le chemin jusqu'au perron. J'ai baissé ma vitre juste d'1 centimètre pour entendre. Pourquoi les lumières sont éteintes, s'est plainte Sandrine, sa voix perçante dans l'air nocturne. Je t'avais dit de laisser la lumière du porche allumée. Je l'ai fait, a bredouillé Guillaume. L'ampoule a dû griller. Détends-toi, bébé. On est à la maison. Il a fouillé dans sa poche pour trouver les clés. Les clés que je lui avais données. Les vieilles clés. Il a glissé la clé dans la serrure. Il l'a tournée. Rien ne s'est passé. Il l'a secouée. Il l'a retirée, l'a essuyée sur son pantalon et a réessayé. Il a poussé son épaule contre la porte. Elle n'a pas bougé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a claqué Sandrine. Ouvre la porte. Je dois faire pipi. C'est coincé, a grogné Guillaume. Ça doit être l'humidité. Attends. Il a réessayé, tordant plus fort. Clac. La clé s'est cassée dans la serrure. Merde, a crié Guillaume en donnant un coup de pied dans la porte. C'est à ce moment-là que les projecteurs à détection de mouvement que j'avais réactivés à distance se sont soudainement allumés, les baignant d'une lumière blanche aveuglante. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Le morceau de papier orange vif scotché juste à hauteur des yeux. Avis d'expulsion et avertissement de violation de propriété. Guillaume l'a arraché de la porte, plissant les yeux pour le lire. Qu'est-ce que c'est, a demandé Sandrine en se penchant par-dessus son épaule. Ça dit. Ça dit que nous sommes en violation de propriété, a bégayé Guillaume. SCIV Anderson. Valérie. Il a hurlé mon nom. Valérie? Il s'est retourné, scannant l'obscurité, cherchant la bagarre. Je sais que tu fais ça. C'est ma maison. Tu ne peux pas m'enfermer dehors. Il a ramassé une pierre décorative du jardin et a marché vers la fenêtre du salon. Ne le fais pas, Guillaume, me suis-je chuchoté. Avant qu'il ne puisse la lancer, la berline banalisée de l'autre côté de la rue a flashé des lumières rouges et bleues. 2 agents de sécurité en uniforme avec pouvoir d'arrestation en sont sortis. Lâchez la pierre, monsieur, a commandé l'un d'eux, la main sur son étui. Guillaume s'est figé. Agent, Dieu merci. Mon ex-femme, elle nous a enfermés dehors. C'est ma maison. J'ai ma femme enceinte ici. Vous devez nous laisser entrer. L'agent a remonté l'allée, calme et imposant. Monsieur, éloignez-vous de la porte. Puis-je voir une pièce d'identité? Guillaume a fouillé pour trouver son portefeuille. J'habite ici. 42 rue des Érables. Vérifiez vos dossiers. L'agent a regardé l'identité, puis le presse-papier qu'il tenait. J'ai un acte ici listant le propriétaire comme SCIV Anderson. Et j'ai une ordonnance du tribunal signée datée d'hier déclarant que monsieur Guillaume Meunier a accepté de quitter les lieux immédiatement après le divorce. C'était une formalité, a crié Guillaume, postillonnant. Nous avions un accord verbal. Elle me l'a donné. Le verbal ne l'emporte pas sur une ordonnance du tribunal, monsieur, a dit l'agent. Et puisque vous n'êtes plus résident et que vous venez de tenter de casser une fenêtre, vous êtes actuellement en violation de propriété. Vous devez partir. Partir, a hurlé Sandrine. Partir où? Nous vivons ici. Toutes nos affaires sont à l'intérieur. Le berceau de mon bébé est à l'intérieur. Vos biens personnels ont été emballés et déplacés vers un garde-meuble, a récité l'agent. Voici l'adresse et la clé de l'unité. Il a tendu à Guillaume une petite clé en laiton. Vous avez emballé mes affaires? Sandrine avait l'air horrifiée. Vous avez touché mes sous-vêtements? C'est illégal. J'appelle mon père. Vous pouvez appeler qui vous voulez, a dit l'agent. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Si vous ne montez pas dans votre voiture et ne partez pas dans les 3 prochaines minutes, je vous arrêterai pour violation de propriété et tentative de vandalisme. Guillaume a regardé la maison. Il a regardé l'autocollant orange.
Il a regardé la clé cassée dans sa main. La réalité perçait enfin à travers l'alcool et l'arrogance. Il ne possédait rien. Il était un invité qui avait abusé de l'hospitalité. Valérie. Il a crié dans la nuit à nouveau, regardant droit vers le chêne où je me cachais, bien qu'il ne puisse pas me voir. Tu as planifié ça. Tu nous as laissé planifier le mariage en sachant que tu allais faire ça. J'ai souri. Oui. Oui, je l'ai fait. Monsieur, dernier avertissement, a dit l'agent en s'approchant. Dans la voiture maintenant. Sandrine a commencé à sangloter. C'était un hurlement fort et laid. Ma nuit de noces. Tu as ruiné ma nuit de noces. Guillaume l'a poussée vers la voiture. La ferme, Sandrine. Monte juste dans la voiture. Ne me pousse pas. A-t-elle crié en retour. C'est ta faute. Tu as dit que tu gérais. Tu as dit qu'elle était stupide. Elle m'a piégé. Il se criait dessus en remontant précipitamment dans la berline de mon père. Guillaume a claqué la porte, a démarré en trombe de l'allée et a filé, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Les agents les ont regardés partir, puis ont éteint leur lumière et sont retournés à leur poste. Le silence est descendu sur la rue des Érables. Je me suis adossé à mon siège, le cœur battant, mais l'âme chantante. Ils étaient sans abri pour leur nuit de noces. Mais je n'avais pas fini. La maison n'était que l'abri. Maintenant, je devais prendre la nourriture. La phase suivante de mon plan reposait sur le fait que Guillaume et Sandrine étaient des créatures d'habitude et de privilèges. Je savais exactement où ils iraient. Il n'y avait qu'un seul hôtel de luxe en ville qu'ils considéraient digne d'eux, le Carlton. J'ai conduit là-bas, gardant une distance de sécurité. Effectivement, la voiture de mon père était arrêtée au service de voiturier. Guillaume entrait en trombe dans le hall, Sandrine traînant derrière, sa robe blanche maintenant striée de boue à cause du caprice dans l'allée. Je me suis garé et je suis entré dans le hall, restant près d'un grand palmier en pot d'où je pouvais voir le comptoir d'enregistrement. Guillaume a claqué sa main sur le comptoir en marbre. J'ai besoin d'une suite. La présidentielle si vous l'avez. Ma maison. Nous avons eu une urgence de plomberie. Mentant jusqu'au bout. La réceptionniste a tapé sur son clavier. Certainement, monsieur. Nous avons une suite disponible. Ce sera 850 € la nuit plus les taxes. Puis-je avoir une carte de crédit pour la caution? Guillaume a sorti sa American Express noire. Celle qui était rattachée à mes avantages d'entreprise. Celle que j'avais annulée à 9h ce matin-là. Il l'a passée. La réceptionniste a froncé les sourcils. Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. Essayez encore, a claqué Guillaume. C'est une Amex Platinum. Elle n'a pas de plafond. Elle apparaît comme annulée et volée, a-t-elle dit, sa voix baissant d'un décibel poli. Volée? Guillaume a rougi. C'est. Tenez, essayez la visa. Il a tendu la visa commune. Refusé. Guillaume a commencé à transpirer. Il a tapoté ses poches. Il a sorti une carte de débit, sa personnelle. Celle liée au compte où il gardait son argent de conseil. Celle-ci fonctionne, a-t-il dit avec confiance. La réceptionniste l'a passée. Elle a attendu. Elle a levé les yeux, de la pitié dans le regard. Monsieur, ça indique fonds insuffisants. Quoi, a crié Guillaume. Il y avait 5000 € dessus hier. Il y en avait. Mais souvenez-vous de la dette de jeu. Celle que j'avais arrêté de payer. Le casino avait une saisie sur salaire. Au moment où la protection conjointe a été levée par le décret de divorce, les créanciers ont fondu sur lui et ont saisi son compte personnel. Diane les avait tuyautés. Sandrine s'est avancée, essuyant ses yeux tachés de mascara. Utilise juste ma carte, Guillaume. Bon sang. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une carte. C'était une carte supplémentaire sur mon compte. Madame, cette carte est également invalide, a dit la réceptionniste. Le silence dans le hall était assourdissant. Les gens regardaient. La mariée en robe boueuse et le marié sans argent. Nous avons du liquide, a bégayé Guillaume. Il a ouvert son portefeuille.
Il avait peut-être 40 €. Pas assez pour un Formule 1, encore moins le Carlton. Je dois passer un appel, a dit Guillaume, sa voix tremblante. Il a sorti son téléphone. Il a composé mon numéro. J'ai regardé mon téléphone s'allumer dans mon sac. J'ai laissé sonner. Il a composé le numéro de mes parents. Papa, l'ai-je entendu dire, sa voix se brisant. Elle nous a enfermés dehors. Elle a annulé les cartes. On est au Carlton. On ne peut pas payer. On n'a nulle part où aller. Je ne pouvais pas entendre la réponse de mon père, mais j'ai vu le visage de Guillaume s'effondrer. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas venir? Oui, je sais qu'il est tard, mais Sandrine est enceinte. Bon. On vient chez vous. Il a raccroché et a regardé Sandrine. Ton père dit qu'on peut dormir sur le clic-clac dans le bureau. Le clic-clac, a hurlé Sandrine. Je suis une mariée. Je suis enceinte. Je ne peux pas dormir sur un canapé. Eh bien, on ne peut pas dormir ici, a crié Guillaume en retour, perdant son sang-froid. On n'a pas d'argent, Sandrine. Elle a tout pris. Elle a pris chaque putain de centime. Tu as dit que tu avais ton propre argent, a accusé Sandrine en le poussant. Tu as dit que tu étais un magnate. Je dépensais son argent, a avoué Guillaume, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. C'était tout son argent. Tu es contente maintenant? La réceptionniste s'est raclé la gorge. Monsieur, madame, je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez les autres clients. Ils sont sortis de l'hôtel. La marche de la honte ultime. Pas de suite de luxe, pas de champagne, juste un trajet froid de retour vers la maison de mes parents pour dormir sur un canapé grumeleux dans une pièce qui sentait les vieux journaux. J'ai marché vers le bar du hall de l'hôtel. Champagne, ai-je dit au barman. Le verre le plus cher que vous avez. Vous célébrez quelque chose, a-t-il demandé. La liberté, ai-je dit. Et la justice. Lundi matin. Je suis entré dans mon immeuble de bureau avec l'impression de marcher sur un nuage. Les agents de sécurité m'ont salué. Mon assistante, inconsciente du drame du week-end, m'a tendu mon café. Vous avez un emploi du temps chargé, a-t-elle dit. Et eux. Votre famille est dans le hall. Ils exigent de vous voir. Envoyez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit calmement, et j'ai appelé Diane. Dis-lui d'apporter le dossier. Oh, et demande à monsieur Dupont du service juridique de se joindre à nous. J'ai vérifié mon maquillage, eyeliner et lunettes, rouge à lèvres, tailleur de pouvoir. Je n'étais plus Valérie la victime. J'étais la PDG de ma vie. Je suis entré dans la salle de conférence B. Ils étaient tous là. Ma mère avait l'air hagarde. Mon père furieux. Guillaume portant les mêmes vêtements qu'hier, semblant ne pas s'être lavé. Sandrine pleurant doucement dans le coin. Monstre, a crié ma mère au moment où je suis entré. Comment as-tu pu? La nuit de leur mariage. Je me suis assise en bout de table. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons des affaires à discuter. Affaires? Guillaume a frappé du poing sur la table. Tu as volé ma maison. Tu as volé mon argent. J'ai récupéré ma propriété, ai-je corrigé. Et j'ai arrêté de subventionner votre fraude. Nous allons te poursuivre, a crié mon père. Nous allons dire à tout le monde ce que tu as fait. Leur dire quoi, ai-je demandé. Que j'ai expulsé mon ex-mari d'une maison qu'il ne possédait pas. Que j'ai arrêté de payer pour ma sœur adulte. Allez-y. Mais avant de le faire, vous devriez regarder ça. Diane est entrée, suivie de notre conseiller d'entreprise. Elle a placé une épaisse pile de papier sur la table. Ceci, ai-je dit en pointant la pile, est une expertise comptable des 5 dernières années. Guillaume, tu as détourné plus de 150 000 € de nos comptes joints pour des jeux d'argent et des cadeaux non autorisés. C'est un crime. Guillaume est devenu pâle. Et Sandrine, j'ai regardé ma sœur. Voici les reçus pour les bijoux, les voyages, les vêtements, tous payés avec de l'argent volé. Aux yeux de la loi, cela fait de toi une complice de fraude. Recel de biens volés. Sandrine a arrêté de pleurer. Je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, a dit Diane sèchement. Maintenant,
ai-je continué en me levant. Voici mon offre. Je ne porterai pas plainte au pénal contre Guillaume. Je ne poursuivrai pas Sandrine pour le retour des actifs. Je ne vous poursuivrai pas, maman et papa, pour l'argent que je vous ai prêté au fil des ans et que vous avez oublié de rembourser. Mes parents se sont ratatinés sur leur siège. En échange, ai-je dit, vous signerez un accord de non-divulgation. Vous ne me contacterez plus jamais. Vous ne viendrez jamais à mon bureau. Vous ne viendrez jamais chez moi. Et toi, j'ai pointé Guillaume, tu reconnaîtras que la dette que tu dois au casino et au fisc est la tienne seule. Le fisc, a couiné Guillaume. Oh, oui. J'ai souri. J'ai déposé une demande de décharge de responsabilité solidaire ce matin. Le fisc sait que tu n'as pas déclaré ses revenus de jeu. Ils te contacteront. Guillaume a mis sa tête dans ses mains. Il était fini. Tu nous détruis, a chuchoté ma mère. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit, ma voix dure comme l'acier. Vous étiez des parasites. J'étais l'hôte. Je ne fais que soigner l'infection. Et le bébé, a gémi Sandrine. Ton neveu. Il a besoin d'un foyer. J'ai regardé Sandrine. J'ai regardé son ventre. Et j'ai joué ma dernière carte. Celle que je gardais en réserve. À propos de ce bébé, ai-je dit en tirant une dernière feuille de papier du dossier. Guillaume, tu te souviens quand nous avons essayé la FIV? Tu as refusé de te faire tester. Guillaume a levé les yeux, confus. Donc, j'ai demandé au médecin de faire un test sur l'échantillon que tu as donné pour le kit maison que nous avons essayé en premier. J'ai trouvé les résultats dans ton bureau. Tu les as cachés. J'ai glissé le papier vers lui. Tu as une condition génétique, Guillaume. Azoospermie. Tu as un taux de spermatozoïdes nul. Tu es stérile. La pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Guillaume a regardé le papier. Puis il a regardé Sandrine. Le visage de Sandrine s'est vidé de toute couleur. Elle ressemblait à un fantôme. Sandrine. La voix de Guillaume était un chuchotement dangereux. Sandrine, de qui est ce bébé? Je a bégayé Sandrine. Le test est faux. Valérie l'a falsifié. C'est de la clinique, Guillaume, ai-je dit. Appelle-les. Guillaume s'est levé. La réalisation l'a submergé. Il avait fait exploser sa vie, perdu sa femme riche, perdu sa maison et s'était endetté pour un bébé qui n'était pas le sien. Qui est-ce? A rugi Guillaume en attrapant le bras de Sandrine. C'était juste une fois, a crié Sandrine. Avec l'entraîneur de la salle de sport. Ça ne voulait rien dire. J'avais besoin que tu m'épouses. J'avais besoin de la sécurité. Tu m'as piégé, a crié Guillaume. Tu as ruiné ma vie pour un enfant illégitime. Il s'est jeté sur elle. Les agents de sécurité sont intervenus immédiatement, le retenant. Sortez-les, ai-je dit aux gardes. Tous. Alors qu'ils étaient traînés dehors, Guillaume criant des obscénités, Sandrine hurlant, mes parents semblant vieux et vaincus, je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de tristesse. Juste le silence. Le silence d'une ardoise vierge. La révélation sur le bébé a été la bombe nucléaire qui a vaporisé ce qu'il restait de leur alliance. Je n'avais rien besoin de faire d'autre. J'ai juste regardé les retombées d'une distance de sécurité. Guillaume a été arrêté pour agression ce jour-là dans mon bureau. Il a passé la nuit en prison. Quand il est sorti, il n'avait nulle part où aller. Mes parents ont refusé de le laisser revenir. Après tout, il n'était plus le père de leur petit-fils. Il était juste un homme fauché et violent qui les avait humiliés. La vie de Sandrine a implosé. Mes parents, face à la honte d'une fille enceinte d'un entraîneur de gym au hasard et à la perte de leur fantasme de gendre riche, se sont retournés contre elle. Comment as-tu pu être aussi stupide? J'ai entendu ma mère lui crier dessus au téléphone. Sarah avait mis la maison sur écoute. Je plaisante. C'était encore le cousin Michel avec les mises à jour. Tu avais la poule aux œufs d'or et tu l'as tuée. Il ne se souciait pas de la moralité. Il se souciait que l'arnaque ait échoué. Guillaume a demandé l'annulation du mariage pour fraude. Il a affirmé que Sandrine l'avait piégé.
Il a aussi essayé de me poursuivre à nouveau, se représentant lui-même parce qu'il ne pouvait pas payer un avocat. Le juge a rejeté l'affaire en 5 minutes et lui a ordonné de payer mes frais juridiques. Comme il ne pouvait pas payer, il a dû se déclarer en faillite personnelle. Et le bébé? Il s'est avéré que l'entraîneur était un étudiant de 22 ans sans argent et sans intérêt à être père. Sandrine faisait face à la maternité célibataire avec 0 actif, vivant dans sa chambre d'enfant, écoutant sa mère se plaindre quotidiennement de combien elle coûtait. J'ai reçu une lettre de Guillaume environ 2 semaines plus tard. Elle a été envoyée à mon bureau. Valérie, je sais que j'ai merdé. J'ai été faible. Sandrine m'a manipulé. Elle a joué sur mes insécurités. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais confus. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je vis dans ma voiture. Je n'ai rien. Tu es la seule bonne chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je l'ai lu 2 fois. Il y a 10 ans, j'aurais pleuré. J'aurais pensé, il souffre. Je dois l'aider. Mais j'ai regardé l'écriture, la même main qui avait signé ma dignité pour une maison qu'il ne possédait pas. J'ai pris un marqueur rouge. J'ai écrit retour à l'envoyeur en travers de l'enveloppe, et je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Je ne le détestais plus. Je m'en fichais simplement. C'était un étranger. Une leçon que j'avais apprise à la dure. La destruction du clan Meunier a été totale. Mes parents, sans mon allocation mensuelle, ne pouvaient pas se permettre leur train de vie. Ils ont dû mettre leur maison en vente. La maison où j'ai grandi, la maison où j'étais toujours le second choix. Ils ont déménagé dans un petit 2 pièces dans un quartier moins désirable de la ville. Sandrine a dû trouver un travail, un vrai travail. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Le cousin Michel m'a dit qu'elle avait pris 10 ans. Elle se plaint à qui veut l'entendre que sa méchante sœur a volé son héritage, mais personne n'écoute. Les gens en ville ont vu les voitures de police. Ils connaissent la vérité. Guillaume a quitté Nantes. La rumeur dit qu'il est retourné dans la Creuse pour vivre avec son frère. Il travaille dans un centre d'appel. J'ai maintenu un contact 0 absolu. J'ai changé mon numéro. J'ai déménagé dans une nouvelle maison, un penthouse moderne et élégant en ville, loin de la banlieue. J'ai vendu la maison de la rue des Érables à un jeune couple charmant. Je ne voulais pas des souvenirs. Un après-midi pluvieux, 6 mois plus tard, je suis tombé sur ma mère au supermarché. C'était inévitable dans une ville, je suppose. Elle avait l'air frêle. Ses cheveux n'étaient pas teints de son blond parfait habituel. Le gris apparaissait. Elle m'a vu et a arrêté son caddie. « Valérie » a-t-elle dit. Sa voix a vacillé. Je me suis arrêté. Je n'ai pas couru. J'ai tenu bon. « Bonjour, Jocelyne. » Pas maman. « Jocelyne. »« Tu nous manques » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Ton père, il ne va pas bien. Son cœur. Nous pourrions utiliser un peu d'aide. » Voilà. L'hameçon, la culpabilité. Son cœur. Aider. J'ai regardé cette femme qui m'avait dit de donner mon mari à ma sœur, qui m'avait traité d'avare, qui ne m'avait valorisé que tant que j'étais utile. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit poliment. La Sécu couvre les problèmes cardiaques. Tu devrais les appeler. Valérie, a-t-elle haleté. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit en me penchant près pour qu'elle puisse entendre chaque mot. Tu as fait ton choix. Tu as choisi Sandrine. Tu as choisi le mensonge. Tu ne peux pas revenir à la vérité juste parce que le mensonge a arrêté de payer les factures. Je suis ta mère. Tu es ma donneuse d'ovules, ai-je dit, et mon abuseur. J'ai fini de payer pour mon propre abus. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai acheté mes courses, du fromage coûteux, du bon vin, des choses que j'aimais, et je suis sorti sous la pluie. Mais cette fois, la pluie semblait propre. Elle ressemblait à un baptême. Cela fait 1 an depuis le dîner de l'enfer. J'écris ceci depuis un balcon sur la côte amalfitaine. J'ai pris une année sabbatique pour la première fois de ma vie. Je ne travaille pas. Je suis juste. Le procès est un souvenir lointain.
La douleur est une cicatrice décolorée en blanc. J'ai rencontré quelqu'un ici. Son nom est Lucas. Il est architecte. Il ne sait rien de mon argent et il s'en fiche. Il aime que je sois intelligente. Il aime que je le batte aux échecs. Hier, nous étions assis face à l'océan et il m'a demandé, « Valérie, pourquoi vérifies-tu toujours l'addition si soigneusement ?» J'ai souri. Parce que j'ai appris que si tu n'auditais pas ta vie, quelqu'un d'autre détournera ton bonheur. J'ai pensé à Sandrine changeant probablement une couche dans un appartement exigu, amer et en colère. J'ai pensé à Guillaume répondant au téléphone dans la Creuse, rêvant de la vie qu'il a jetée. Ils voulaient tout. Ils ont fini avec rien. Je ne voulais rien d'autre que de l'amour. Et j'ai fini avec tout. Ma liberté, ma fortune, et enfin moi-même. J'ai réalisé que la sœur de l'ombre n'existait plus. Je n'étais pas une ombre. J'étais le soleil. Je les avais juste laissés se tenir devant ma lumière. J'ai pris une gorgée de mon vin, le même vin que j'ai bu la nuit où Sarah m'a dit de me battre. Aux auditeurs, ai chuchoté à la mer, et la mer a chuchoté en retour, tu as gagné. Si vous traversez quelque chose comme ça, si vous êtes celle qui donne toujours et ne reçoit jamais, écoutez-moi. Arrêtez. Fermez le compte. Changez les serrures. Vous valez plus que ce que vous pouvez fournir aux autres. Ne soyez pas la sœur de l'ombre. Soyez la PDG de votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais c'était nécessaire. Si vous avez aimé me voir faire tomber les gens qui ont essayé de me détruire, s'il vous plaît aimez cette vidéo et abonnez-vous, et n'oubliez pas de commenter le chiffre 1 si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous êtes ma vraie famille maintenant. Restez forts et gardez vos reçus. Et ainsi, alors que les vagues de la côte amalfitaine chuchotaient la victoire à Valérie, nous nous rappelons une vérité puissante. L'estime de soi ne se définit pas par combien nous donnons aux autres, mais par la férocité avec laquelle nous protégeons notre propre lumière. Son voyage n'était pas seulement de récupérer ses biens ou sa liberté. C'était de redécouvrir sa force, sa valeur et le courage de se tenir debout face à la trahison. L'histoire de Valérie nous enseigne que la résilience ne naît pas de l'évitement de la douleur, mais en l'affrontant de front et en l'utilisant comme catalyseur de croissance. Dans la vie, nous pouvons rencontrer des gens qui profitent de notre gentillesse ou la prennent pour de la faiblesse. Mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand tracer des limites, quand dire assez, et quand prioriser notre propre bonheur. La transformation de Valérie de la sœur de l'ombre à la PDG de sa vie nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les attentes ou les manipulations des autres. Nous sommes définis par notre capacité à nous relever, à reconstruire et à briller plus fort que jamais. Desastre, no me pude concentrar, no pude disfrutar la universidad, o sea, incluso amigos que tenía ahí en la universidad, siempre lo digo, tenía amigos en la universidad porque sí tenía, pero yo mis amigos de la universidad no los consideré verdaderos amigos hasta que salí de la universidad, porque en la universidad es que no tenía tiempo ni de pensar en amistad ni en nada, o sea, estaba vuelto loco. Y el tercer año fue en línea, entonces, no sé, la verdad no la disfruté nada. Ya llegó la cabra de este juego. Facomor, no lo he visto. De grande quiero ser como tú. Gracias. Ya las dos se cumple. ¿De qué? Exclamó el bebé de 240 meses, sí. Siempre estoy AFK por estar leyendo el chat. Pero sí. Entonces sí, yo por eso digo, o sea, yo por eso nunca recomiendo estudiar diseño de videojuegos, porque para mí no fue una gran experiencia, pero bueno, esa fue mi experiencia, no quiere decir que a ustedes les pase. De todos modos, si alguna persona quiere estudiar diseño de videojuegos, siempre recomiendo que si pueden estudiarla fuera del país, eso sería mejor, yo creo. Porque aquí en México, pues la industria apenas está en desarrollo, o sea, en todos lados, ¿no? Pero aquí en México es todavía más nueva. Y digo, no quiere decir que no haya trabajos de eso aquí, porque sí los hay, pero muchos de los trabajos que hay ya te piden muchísima experiencia, que pues obviamente no consigues experiencia porque no te dan trabajo. Y muchos otros tal vez sí te la dan, pero el problema más que el trabajo es el estudio, porque el estudio, pues como es una carrera nueva, estás como conejillo de indias, literal. O sea, de que el plan de estudios que yo tenía lo cambiaron a la generación anterior, o sea, la generación después de la de nosotros le cambiaron el plan de estudios y nos están usando y todavía a los de ahorita como en plan conejillos de India para ver qué funciona y qué no funciona. Entonces sí.
No eran equipos. No sé, no tengo idea. Y entonces, ¿de qué agarraste chamba actualmente? Pues he trabajado en un montón de cosas. La última en la que estuve es de postproducción. Pero sobre todo, ahorita estoy más como freelancer, en plan, con los proyectos que me van cayendo. Si me cae algún proyecto, pues lo hago. Pero sí estuve trabajando en una compañía de postproducción durante un tiempo. Y antes de eso, pues estuve trabajando en otras cosas. Estuve en plan servicio al cliente un tiempo. Odié ese trabajo, odié el servicio al cliente. Estuve trabajando en una tienda de iluminación durante otro tiempo. Ese trabajo no lo odié tanto, pero sí tenía cosas bastante malas también. Sobre todo un horario muy malo. Un horario de trabajo muy malo. Y también que era muy aburrido a veces porque no había cosas que hacer. Estaba en una tienda de iluminación, pero había veces que no había clientes ni había nada. Entonces se queda súper aburrido. Maldita sea. Entonces pues eso. Unas por otras, supongo. Y luego... Bueno, ahí por lo menos también de vez en cuando instalaba iluminarias. O sea, hacía otras cosas aparte de... Pero sí. Está feo elegir carreras nuevas o en desarrollo, la neta. Sí, la verdad es que sí. O sea, no, pero sí. Porque aparte hay otras carreras que ya tienen más años que puedes estudiar para dedicarte a lo que quieres estudiar. O sea, lo que quieres dedicarte sin tener que depender de esa carrera específicamente, ¿no? O sea, tal vez en lugar de estudiar diseño de videojuegos, te vas a estudiar algo de diseño, que es como ya más general, y ya después te metes al diseño de videojuegos. Pero pues sí, como el diseño de videojuegos es muy nuevo, no conviene tanto. Alex puso otro. Yo no fui, fue Vic. Pensé que ibas a decir... ¿De qué hablas? ¿Todo bien, Vic? ¿Todo bien en casa, Vic? Pero sí, las carreras nuevas no las recomiendo mucho. No las recomiendo mucho por eso. No sé, Vic, pon algo en equipos. Por eso. Mejor váyanse por una carrera similar, que no sea, pero que no sea tan nueva. Que sea similar y que te puedas luego ir al área específica que quieras, pero que aparte te dé como más oportunidades de manera general en otras áreas por cualquier cosa. Pero sí. Alex, el escort. ¿El escorte qué? ¿De qué hablas, Vic? ¿De cuál te fumaste, Vic? Pon el modo de juego. Así. Pues haré un par de cosas más y me piro vampiro a dormir. Échale ganas, Alex. Cámara. Muchas gracias, IE. Nos vemos. Muchas gracias. Descansa tú también. Bonita noche. Gracias por pasarte aquí al stream. Y descansa. Descansa. Pásatela bien. Disfruta. Disfruta. Bonita noche.